Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres tout de suite. Ouverture ce mercredi au Palais du Peuple du Forum de l'étudiant guinéen. Cet événement initié depuis 2017 par le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique vise l'amélioration des orientations des élèves et des étudiants guinéens. Des jeunes des quartiers de Madina ont empêché la circulation des engins lourds. Ces protestataires s'insurgent contre l'état de dégradation de leur route. Enfin, le syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que celui des travailleurs de la BCD, à travers ses correspondances adressées à l'inspection générale du travail, menacent de déclencher une grève dans les jours à venir. C'est là le titre. Bienvenue à tous. La troisième édition du Forum de l'étudiant guinéen a démarré ce mercredi 17 avril 2019 à Conakry, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du niveau de l'enseignement guinéen, une cérémonie qui a connu la participation du chef de l'État, de plusieurs délégations diplomatiques et représentants d'institutions d'enseignement. Il faut préciser que pour cette troisième édition du FEG, 18 universités publiques, 40 universités privées, 30 centres de recherche, plus de 100 lycées, 20 entreprises et 300 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous. Suivez. L'État doit prendre la responsabilité d'accompagner les élèves sortis du secondaire pour leur orientation. C'est très bien ce que vous faites, de les informer sur les différentes possibilités. Cette action pédagogique est extrêmement importante. Mais ensuite, il y a une deuxième action pédagogique, c'est de rencontrer chaque étudiant, de leur expliquer en fonction de leur capacité dans telle ou telle matière, quel est leur intérêt. C'est-à-dire, s'ils sont très forts en physique, on dit vous pouvez aller dans tel secteur. Ça, c'est la deuxième phase. Mais il y a une troisième phase qui est la responsabilité de l'État. Lorsque l'action pédagogique ne réussit pas, l'État doit prendre la responsabilité d'une orientation autoritaire. C'est-à-dire, orienter de façon autoritaire les étudiants dans tel secteur parce que c'est ça qui correspond à leur profil. En bref, de l'actualité nationale, les inscriptions au compte du Hadj 2019 devraient débuter ce mercredi à Conakry pour prendre fin le 24 juin prochain. Contrairement au communiqué du gouvernement sur le terrain, le constat en est tout autre. Les responsables en charge de l'exécution du 5e pilier de l'islam sont à pied d'œuvre dans les préparatifs pour recevoir les candidats pour cette année. Le tarif du Hadj est fixé à 43 millions de nos francs, conformément à l'exigence des autorités saoudiennes, a déclaré Ali Jamal Bangoura. Les fidèles ayant déjà effectué le pèlerinage dans les 5 dernières années et désireux de faire le Hadj 2019 sont soumis à un coût additionnel équivalent à 5 140 000 francs guinéens. Un nouveau bras de fer refait surface entre le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le SLEG. Le syndicat de l'enseignement supérieur vient de lancer un avis de grève à compter du vendredi 19 avril 2019. Alpha Bakar 5 Diallo. Le recensement du corps professoral dans les institutions de l'enseignement supérieur continue à alimenter les débats dans la cité. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique compte déclencher une grève à partir de ce vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Demain, la période impartie pour le préavis va expirer. Et conséquence, si toutefois, jusque demain, on ne passe pas à des négociations, à des vraies négociations avec les partenaires, nous serons obligés de déclencher effectivement la grève dont vous avez déjà sûrement l'avis de grève pour le 19. Cependant, côté SLEG, cet appel de grève est perçu autrement. Le SLEG, au niveau de l'enseignement supérieur, s'opposera fermement à cette grève. Et nous appelons tous nos bureaux au niveau des institutions d'enseignement supérieur, n'est-ce pas, à se remobiliser et à inviter tous les anciens-chercheurs, à ne pas respecter ce mot d'ordre de grève. En réponse à cette démobilisation proférée par le SLEG, le syndicat de l'enseignement supérieur est catégorique et exige la présence des recenseurs indépendants
pour faire le travail à l'enseignement supérieur, nous ne sommes pas partis en grève, alors ils ne peuvent pas nous envoyer des gens du SLEC qui ne sont pas représentés à l'enseignement supérieur. De l'autre côté, excusez-moi, c'est que il y a des gens qui ont été mutés pour nécessité de service. Des gens qui ont été mutés bien avant la grève de Souma du SLEG. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que ces gens-là reviennent. Nous avons dit qu'il est hors de question que ces gens reviennent. Avec cette opposition, un bras de fer s'ouvre entre ces deux structures syndicales de l'éducation guinéenne qui risquent d'impacter négativement l'exécution des cours dans les universités. Dans un autre secteur, cette fois-ci économique, les travailleurs de la Bissigui comptent aller en grève à partir de demain jeudi. Cette grève lancée sur toute l'étendue du territoire national est illimitée. Mais pourquoi cette grève? Élément de réponse avec le secrétaire général de la FESABAG. Considérant l'échec des négociations lors des différentes rencontres organisées depuis le dépôt du préavis, se fait le devoir de vous adresser le présent avis de grève générale à durée illimitée à compter du jeudi 18 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire national pour faire aboutir les revendications légitimes exprimées par les travailleurs de notre institution. Tous unis et fortement mobilisés derrière leur délégation syndicale. Dans cette édition également, après l'agression à Bofa du domicile de la députée de l'Union des forces républicaines, le secrétaire exécutif du parti a réagi suite à cette attaque. À travers cette même sortie, l'UFR exige l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. Décryptage Kadiatou Chérif Fofana. Des hommes en uniforme et des jeunes favorables à un éventuel troisième mandat se sont affrontés avec les militants de l'UFR chez la députée du nominal de Bofa, Mamaïsa Tassouma, un acte que le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines qualifie d'inapproprié face au symbole de la République. Des pick-up de gendarmes ont été loués par certains cadres véreux de l'État pour aller sévir à Bofa. Et ce qui est très grave, un député, c'est un symbole de l'État, c'est la représentation nationale. Que des hommes en tenue, qui sont payés par les impôts, les taxes de l'État, donc par les citoyens, se permettent d'agir au nom de 2 ou 3 personnes pour aller attaquer une personne élue par le peuple. C'est ce qui est paradoxal et c'est très dangereux. Dans son intervention, le député de l'UFR demande à l'autorité compétente d'ouvrir une enquête afin d'arrêter les coupables. Et c'est là où nous demandons de la sécurité, parce qu'il y avait de la police dedans, d'ouvrir des enquêtes et d'arrêter ces personnes qui ont été utilisées par des individus pour aller s'attaquer à une personnalité de la République. Dans son allocution, il exhorte le président de la République de ne pas tomber dans le même piège que l'ancien président. Il y a des cadres qui se sont sucrés avec le pouvoir d'Alpha. Les gens qui sont venus à la dernière minute, quand le pouvoir est obtenu, qui ont servi autant de Conté, qui ont poussé Conté vers l'erreur, et qui sont allés pousser Dadis vers l'erreur, et qui sont en train aujourd'hui, parce qu'ils s'en sortent toujours, qui sont en train de pousser Alpha Condé vers cette erreur. Et demain, la seule personne qui sera responsable de ça, c'est Alpha Condé. Pour rappel, depuis quelque temps, la scène politique guinéenne est divisée sur la révision constitutionnelle et un projet de troisième mandat qui, partout sur l'ensemble du territoire national, anime les débats. Plus de 30 milliards de nos francs, tel est le budget prévisionnel annuel dégagé par la commune de Matam, des ressources qui seront mobilisées par la municipalité afin de réaliser des projets de développement pour la communauté. Pour en savoir davantage sur cette gestion, nous avons rencontré l'un des responsables de la commune. Suivez. Pour cette année 2019, le budget prévisionnel de la commune de Matam se trouve en partie recettes et dépenses à 34 milliards 459 millions 773 238 francs. Nous comptons mettre des mécanismes en place
Parce qu'au fait, dans les structures, dans les postes de recettes, il y avait beaucoup de fuites de recettes à Matam. Donc, nous comptons faire beaucoup de choses. Entre autres, on a des quartiers dans la commune de Matam qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'éclairage public, qui n'ont même pas de bitume. On a prévu tout ça. Si tout se passe bien, puisque le budget, c'est un acte prévisionnel. Si Dieu nous donne la chance d'atteindre nos buts, nous comptons faire au minimum, chaque année, tant que nous serons là, au moins 10 km de route de bitume au cours de chaque exercice. Les responsables des travaux publics continuent à mettre les barrières en béton dans les différents marchés de la ville de Conakry à Sonfoni-Agar. Les vendeurs n'ont plus le choix que de rester derrière ces barrières et la circulation reste fluide. À ce niveau, cette politique qui vise à éloigner les occupants le long des routes ne fait pas que des heureux. Pour certains, c'est une bonne chose, pour d'autres, c'est le contraire. Tierno Falidou Diallo nous en dit davantage. Sonfoni-Agar, ce lieu qui faisait jusque-là le calvaire des usagers, est devenu moins encombrant. Un ouf de soulagement pour les citoyens. C'est bien, mais voilà ce qu'il y a, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de porte pour rentrer, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a une seule porte que là-bas. Tout le monde ne peut pas partir là-bas. Même si c'est un aveugle, ce qui a été fait comme ça, c'est salutaire. C'est salutaire vraiment, c'est une offre de soulagement pour toute la population de Sonfoni-Agar, plus particulièrement les usagers de la route. Ce chauffeur est l'un de ceux qui pratiquent ce tronçon. De passage, il trouve cette partie plus fluide, donc favorable à la circulation. Vraiment, on remercie l'État d'avoir fait ces barrières, on est très content pour ça. Puisque quand même, là aujourd'hui, je remarque qu'il y a peu d'embouteillage. Les vendeuses, à cet endroit du marché, expriment leur désarroi. Pour elles, la mise en place de ces balustrades leur cause quelques difficultés. La mise en place de ces balustrades n'est pas mauvais en soi, mais ils ont trop restreint notre espace dans ce marché. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Cette politique adoptée par les autorités est aux yeux de certains une bonne stratégie, ce qui pourrait permettre d'éviter l'occupation anarchique de la chaussée et voire même les accidents de la circulation. Je vous le disais dans les titres, les jeunes de Madina Centre et dispensaires ont bloqué toute la circulation des gros camions. Une décision qui, selon eux, fait suite à la dégradation poussée des routes de ces quartiers. Suivez. Réhabiliter ces routes est la seule chose que demandent ces jeunes. Ces accès qui traversent les deux quartiers sont en état de dégradation avancée, ce qui provoque la colère des habitants. On réclame vraiment à ce que nos routes soient réparées. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui nous a poussé? La raison, les conteneurs qui passent ici, des fois les conteneurs tombent. La dernière fois, il y a un conteneur qui est tombé sur une femme. Elle est enceinte et il y avait un enfant au dos. L'enfant vraiment, on a perdu 3 âmes, 3 vies. Et chaque fois cela se répète. Le dispensaire est là, il n'y a pas de passage. Quand les femmes tombent, les femmes qui sont enceintes, si vraiment l'accouchement s'approche, il n'y a pas de route. Les chauffeurs vraiment s'arrêtent n'importe comment. Malgré la forte présence des activités commerciales, les routes sont parfois impraticables. Vous savez, on dit deux fois c'est des nids de poules. Mais ça a dépassé les nids de poules. C'est des nids d'éléphants maintenant. Et nous sommes exposés. Il y a les camions qui rentrent ici avec des conteneurs. Il y a des dégâts matériels. Et les enfants sont là. Regardez, il y a des boutiques. Les grands commerçants sont à Madina. Et Madina est abandonnée. Il y a des cadres. Même le président de la République est de Madina. Mais il ne regarde pas Madina. Aujourd'hui, nous sommes exposés. Les routes sont complètement défoncées. Cette boue est à quelques microns de ce centre de santé de Madina Dispensaire. C'est dans ces conditions que travaillent ces agents de santé. Au dire des autorités du quartier, les démarches ont été menées auprès des commerçants et l'État, mais en vain. On a mené ces démarches-là auprès des commerçants. On a fait des séances de réunion, je crois 1, 2, 3, jusqu'à 4 fois. On a même désigné un représentant, je crois présentement il n'est pas là, il a quitté. Il est à l'étranger, c'est lui qui était chargé de faire le contact avec les autres commerçants. Pourquoi on a fait ça? Pour ne pas qu'ils disent que vraiment vous nous avez pris au dépourvu. On les a appelés, on s'est assis, on a négocié. Eux-mêmes, au départ, vraiment, il y avait la motivation. Et même ils ont dit que oui, ça c'est l'affaire de tout le monde. Parce que c'est ici que nous aussi, on trouve l'argent. C'est ici qu'on cherche l'argent. Donc si le cadre de vie
de Madina Centre, ou bien des 4 quartiers de Madina est bon, c'est que notre cadre de vie est bon. De l'autre côté de Madina Wambili, les mêmes réalités s'opposaient. Cependant, les responsables du quartier et les commerçants ont pris le devant pour réhabiliter les routes dégradées. L'actualité sur un tout autre plan, la Journée mondiale de la femme digitale est un événement annuel célébrant au féminin, une initiative qui vise à pousser la couche féminine à innover, oser et entreprendre à travers le numérique. Nantena Kondé pour le reportage. Bon nombre de femmes se distinguent des autres à travers le digital qui, selon elles, regorge des points positifs. Le numérique est très important parce que, par exemple, dans notre domaine, avec le site, lorsqu'on publie, on partage sur les réseaux sociaux, ça nous permet d'être beaucoup vus. Et là, ça nous aide beaucoup dans le cadre de l'apport des annonceurs. Et là, nous aurons beaucoup de publicité. Cela va nous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Contrairement aux années précédentes, le thème retenu est Nouveaux horizons. Quand on parle d'innovation, il faut nécessairement parler du numérique. Donc moi je me dis qu'il faut se lancer dans le digital. C'est bien que c'est vrai qu'on peut être entrepreneur, mais surtout aussi œuvrer pour le digital afin que nos projets soient mieux connus. Cette journée mondiale de la femme digitale permet également d'ouvrir la voie vers un futur où les femmes seront des personnalités qui compteront et feront la différence pour un monde meilleur. L'actualité sur le continent à présent, les Algériens ont d'abord empêché Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat, puis l'ont finalement poussé à la démission et mardi, c'est un autre responsable, Tayeb Belaïz, président du Conseil constitutionnel qui a annoncé son départ, mais les manifestants en veulent plus. Omar Sow nous signe ce commentaire. D'après la télévision nationale algérienne, Tayeb Belaïz, infidèle d'Abdelaziz Bouteflika, a prévenu le Conseil constitutionnel qu'il a présenté sa démission au chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Cette démission intervient au premier jour d'une révision exceptionnelle des listes électorales qui doit durer une semaine dans la perspective de la présidentielle du 4 juillet. Des magistrats et des maires ont d'ores et déjà indiqué qu'ils boycotteraient la supervision de cette étape importante avant l'organisation du scrutin. Pour les contestataires algériens, le maintien à la tête de l'État des structures et personnalités issues du scrutin mis en place par Abdelaziz Bouteflika ne permettent pas de garantir un scrutin libre et équitable pour élire son successeur. Notons que Tayeb Belaïz, ancien magistrat, ministre de façon quasi ininterrompue durant 16 ans, âgé de 70 ans, avait été nommé le 10 février à la tête du Conseil constitutionnel par Abdelaziz Bouteflika pour remplacer Mourad Medelsi après sa mort. Et puis, le président soudanais de Chi Omar El-Béchir a été transféré dans la nuit du mardi dans une prison de Khartoum, a indiqué mercredi un proche de l'ancien chef de l'État renversé par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue, a précisé qu'El-Béchir, 75 ans, était jusque-là détenu par les militaires dans un lieu inconnu depuis son arrestation à la suite de sa destitution par l'armée au terme de 4 mois d'un mouvement de contestation. Et puis, la communauté internationale est restée ce mercredi divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, capitale libyenne et siège du gouvernement d'union GNA ciblé mardi soir par les tirs de roquettes qui ont fait 6 nouveaux morts. Le commentaire est signé Aminata Keita. Depuis le début de son offensive le 4 avril, l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar poursuit sa démarche au sud de la capitale. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 189 morts, parmi lesquels des civils, 186 blessés et plus de 12 000 déplacés, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Au moment où le Conseil se réunissait mardi soir à New York, la capitale libyenne était de nouveau la cible de plusieurs roquettes, dont les explosions ont secoué le centre-ville. 6 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées dans les quartiers résidentiels d'Abou Silim et Al-Antisar, dans le sud de Tripoli. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le maire du quartier d'Abou Silim, Abdrahman Al-Hamdi, a confirmé le bilan de 6 morts, ajoutant que 35 autres avaient été blessés. Un précédent bilan des services de secours faisait 3 morts et 8 blessés.
Toujours sur le continent, le Parlement égyptien a voté mardi en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi jusqu'en 2030, ont indiqué le journal d'État Al-Ham et la télévision publique Nil TV. Le vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les prochains jours. À noter que la campagne pour ce référendum a déjà commencé avec de nombreuses banderoles déployées dans les rues du Caire depuis plusieurs jours. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur le nombre de voix recueillies en faveur des amendements constitutionnels au Parlement qui compte 596 élus. L'incendie de la cathédrale a soulevé une vague d'émotions planétaires et suscité un afflux de dons inédits pour financer la reconstruction. Ce mercredi, le Conseil des ministres était entièrement consacré à l'incendie du monument historique le plus visité en Europe. Face à ce chantier colossal, les contributions d'Apple à la Banque centrale européenne, en passant par des milliers d'anonymes, atteignent au moins 800 millions d'euros mardi soir. En dépit des structures, plusieurs pays et personnes de bonne volonté annoncent des fonds pour contribuer à la reconstruction du monument. Au Pérou, juste avant son arrestation dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, l'ex-président péruvien Alan Garcia a tenté de se suicider mercredi à Lima. Transporté à l'hôpital, il est décédé peu de temps après alors qu'il était opéré d'urgence. Et puis en Indonésie, le 4e pays le plus peuplé du monde, 192 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce mercredi 17 avril pour la présidence. Ils ont eu à choisir entre Joko Widodo, le président sortant, et Prabowo Subianto, un ancien général de l'armée. Et en croire les sondages, le président sortant serait à nouveau le mieux placé pour remporter ce scrutin et accéder à un second mandat. Voilà comment se referme cette édition d'information. À vous, merci de l'attention. Excellente soirée à notre compagnie. Bonsoir chez vous.